On va démarrer dans 5 minutes. On attend qu'on nous donne le top départ par un jingle qu'on attend. Voilà. Moins de 5 minutes, je pense. Bonjour à tous. Bonjour. On va commencer du coup. Bienvenue à cette conférence sur aux côtés donc Égérie et aux côtés de la Banque Postale, que je remercie d'être présent à mes côtés. Le sujet, c'est du statique au dynamique, comment la Banque Postale a fait évoluer son dispositif d'analyse de risque. Voilà, donc vas-y, allez, honneur à toi. On ne va pas se faire de politesse. François Sopin, enchanté d'être parmi vous aujourd'hui. Donc, je suis effectivement responsable de département à la direction cyber à la Banque Postale. J'ai plus particulièrement en charge des problématiques de gouvernance autour de la sécurité dans les projets, la gestion cyber des tiers ou encore les sécurités dans les développements IT. On est utilisateur effectivement du coup de la solution Égérie depuis plusieurs années maintenant. Et bonjour, moi je suis Jean Laroumet, donc je suis fondateur et j'ai la chance de diriger l'entreprise Égérie qui a été créée en 2016. Il y a quelques chiffres sur Égérie sur le slide suivant. Mon cursus, moi c'est 25 ans dans le domaine de la cybersécurité, toute ma carrière dans le domaine de la sécurité, au départ sur l'intégration de solutions de sécurité, firewall et autres technologies, et puis j'ai bifurqué après dans le conseil, tout ce qui était conseil à la gouvernance, analyse de risque, audit, test d'intrusion, dans un cabinet de conseil que j'avais fondé, et puis dans le cadre de ces activités, on a développé une activité en 2016 qui avait vocation à aider les entreprises à passer de l'analyse de risque sous forme d'experts, tableur Excel, à une solution professionnalisée. On était visionnaire, pionnier dans le domaine, et maintenant on est leader français, et l'objectif étant d'être leader en Europe sur ce sujet qui est la cartographie du risque cyber dans l'entreprise, mais plus généralement de structurer toute la posture et les programmes de cybersécurité de l'entreprise dans une solution, dans une plateforme all-in-one qui permet de faire de la cartographie du risque, mais du suivi des mesures, du suivi des programmes de cybersécurité et automatiquement aussi toute la problématique conformité qui a vocation à être de la démonstration à temps perdu à des régulateurs, à des clients, à des donneurs d'ordre. Donc pas passer de temps à faire ça, travailler sur son socle, et nous, la plateforme, elle permet de remonter les risques, les cartographier automatiquement, les réduire en fonction des mesures qui sont appliquées, et aussi démontrer la conformité à telle ou telle réglementation ou politique interne. Quelques chiffres du coup sur Égérie. C'est une entreprise, on est plus de 100 collaborateurs. On est implanté à Toulon. Notre siège social est à Toulon. Je suis très fier, moi qui suis un provincial, d'avoir pu créer cette entreprise en 2016 à Toulon. On a 2 gros sites d'implantation. Toulon pour notre centre de R&D et nos centres support. Et puis tout notre business développement se fait à Paris. Dans le cœur de Paris. On a plus de 20 ans effectivement d'expertise, je vous l'ai dit, au travers de nos différents collaborateurs dans le domaine de la cybersécurité, où on accompagne des acteurs dans la gouvernance, les risques et la conformité dans une plateforme all-in-one. On a obtenu le label EBIOS Risk Manager en 2019, si ma mémoire est bonne. On a annoncé une levée de fonds il y a 2 ans de 30 millions d'euros, qui était une des plus grosses levées de fonds dans le domaine des startups et des scale-up cyber françaises, sur un sujet qui est vraiment un sujet de mesure de la performance de la cybersécurité. On voit bien que toutes les réglementations maintenant, elles imposent de suivre à la fois la posture de cybersécurité, mais aussi la cartographie des risques, et que même les directions générales soient accounting responsables quelque part de cette démonstration que le risque cyber, ce risque qui normalement au départ est un risque technologique, et devient un risque stratégique pour l'entreprise, et donc c'est du devoir de la direction générale de traiter ce risque comme les autres risques qu'elle traite au niveau de son executive committee, de son comité de direction. Et puis voilà, plus de 300 clients qui nous font confiance, des grosses entreprises qui ont plutôt vocation à industrialiser leur démarche de pilotage de la cybersécurité, d'intégration de la sécurité dans les projets, qui font au travers d'Excel. Le problème d'Excel, c'est que ça ne permet pas de consolider l'information, de la centraliser, de la normaliser. Voilà, donc grâce à une solution experte et une plateforme, on arrive à faire ce genre de choses pour des grands comptes qui sont des grands donneurs d'ordre, des grands comptes du CAC 40, ou même des grosses ETI qui ont pour ambition d'être plus performants sur ce sujet-là.
Et parmi nos clients, on a la chance de compter la Banque Postale, avec lesquels on voulait partager avec vous un retour d'expérience. Peut-être sur la jeunesse du projet ou l'agenda, je te cède la parole. Oui, tout à fait. Bon, nous, on n'était pas sous Excel, hein, on était sous Word, c'est encore mieux. Voilà, et je sens qu'il y a du répondant dans la salle. Non, en effet, donc genèse du projet, donc les analyses de risque, hein, c'est pas une nouveauté à la Banque Postale, hein, c'est quelque chose qu'on fait depuis plus d'une dizaine d'années maintenant, avec, bon, on va dire des méthodologies qui parleront, effectivement, tu as parlé de 20 ans de carrière, même plus, honnêtement, effectivement, ça ne nous rajeunit pas. Donc de l'EBIOS V2, voilà, de l'ISO 27005, ensuite de l'EBIOS V2010, et effectivement sous un format qui était des fichiers un peu volatiles, qui circulaient entre les différentes parties prenantes, on va dire, du projet, parce qu'effectivement, donc c'est bien l'usage principal qu'on en fait et qu'on en faisait déjà par le passé. C'est vraiment une analyse de risque barycentrée sur les projets et en particulier sur les projets IT. Voilà, donc c'était un petit peu la genèse. Avec l'apparition de eBios Risk Manager, évidemment, comme beaucoup de monde, on s'est intéressé à cette méthodologie. Et du coup, l'idée principale était de voir si il y avait une opportunité particulière déjà de basculer nos méthodes un petit peu conçues sur ces différents référentiels existants que je vous ai mentionnés, plutôt vers eBios CRM. Donc la réponse, voilà, je vous spoil, mais c'était oui, on va le faire. Et le deuxième point, c'était donc d'outiller et d'accompagner finalement cette transition en se dotant d'un logiciel qui nous permettrait effectivement de centraliser en fait nos analyses de risque, puisque on les faisait, on a la chance entre guillemets d'avoir acculturé pendant pas mal de temps déjà nos projets informatiques, encore une fois, sur ce sujet des analyses de risque, de la sécurité, et donc c'était un prérequis obligatoire. C'est-à-dire qu'un projet à la Banque Postale, IT, ne pouvait pas aller en production dès lors qu'il modifiait en fait le système d'information sans finalement faire l'objet d'une analyse de risque. Voilà, donc ça c'est quelque chose d'important aussi. C'était une décision forte qui a eu lieu il y a des années, mais il y avait effectivement associé à ce travail d'analyse, il y avait aussi la notion de labellisation. Pour pas dire homologation, parce que ça c'est un terme un peu consacré maintenant, mais en tout cas labellisation du projet, s'assurer qu'effectivement il a bien suivi en fait l'ensemble des étapes normales de la méthodologie de conduite de projet interne, et surtout d'un point de vue sécurité, cette fameuse analyse qui devenait une sorte de sésame que chaque projet devait montrer pour pouvoir aller en prod. Voilà, donc finalement on est passé de cette vision très un petit peu statique, manuelle, avec des fichiers encore une fois et toute la gestion documentaire qui va avec, qui pouvait être un petit peu complexe, sachant qu'on est sur des documents en plus d'un niveau de confidentialité. Voilà, c'est quand même les risques entre guillemets de notre système d'information, les vulnérabilités, les menaces et les plans d'action associés. Donc du coup, évidemment, voilà, ça pouvait pas non plus continuer d'une certaine façon sans avoir une vraie gestion aussi derrière de la sécurité, des habilitations, etc. Donc d'où Égérie, j'ai envie de dire. Oui. Peut-être en complément de ce que tu dis, je ne sais pas dans la salle combien d'entre vous faites ce qu'on appelle l'intégration de la sécurité dans les projets, un petit peu sur la même approche, essayer d'intégrer en fait l'approche de quelles sont les mesures de sécurité applicables par défaut sur ce projet-là, quels sont les risques portés par ce projet et qu'est-ce qu'il faut que je mette en place pour pouvoir le mettre de façon conservatoire ou sécurisée en production. Combien de personnes d'entre vous font ce genre de choses? Voilà. Donc, et du coup, on poursuit un double. Donc, on voit bien que c'est compliqué. Si on veut industrialiser ça et qu'on n'est pas forcément outillé, c'est compliqué. Ça peut coûter extrêmement cher aussi en termes d'expertise. Et puis après, pour quel résultat, pour quelle finalité? Pour moi, il y a une double finalité à ce travail-là. Et la deuxième me semble même plus importante presque que la première. La première, c'est j'obtiens le label, l'homologation pour partir en production. C'est le minimum vital. Mais après, c'est un peu ce qu'on veut exprimer ici aussi, c'est le statique vers le dynamique. C'est-à-dire que le système d'information, après, il vit. Il y a des mesures de sécurité qu'on ne peut peut-être pas mettre à court terme, qui sont contraintes par la mise en place ou de projets qui sont sous-jacents, de ressources, de budget. Et donc, il faut les suivre dans la durée. Et c'est grâce, notamment nous, en tout cas, c'est l'expérience qu'ont nos clients, c'est grâce à ce projet-là d'intégration de la sécurité dans les projets qu'on construit, en fait, la cartographie des risques cyber. Moi, j'avais des clients qui me disaient, mais combien de temps il faut pour construire la cartographie des risques cyber?
ça c'est un peu une réponse de Gascon, mais ça dépend ce qu'on veut y mettre dedans. En réalité, si j'ai 10 risques et que je veux les suivre, ça peut être très rapide, mais c'est très macroscopique. Par contre, si je veux avoir un système décisionnel fiable, précis, la meilleure façon, c'est d'alimenter de façon automatique, quelque part, cette cartographie des risques au travers d'un processus qu'on maîtrise déjà, qui est l'intégration de la sécurité dans les projets. Par contre, après, il faut être capable de normaliser les risques qu'on apporte par un projet vers un autre, et puis après, les centraliser, les globaliser, et puis mettre de l'intelligence autour de tout ça pour pouvoir arbitrer de façon beaucoup plus efficace. Oui, parce qu'en fait, au final, ce que je vous ai exprimé, c'est vraiment l'historique. Et globalement, bon, vous voyez, un projet, de l'eau, méthodologie, outillage. Mais en effet, c'était aussi cet aspect de consolidation dont on va vous parler. C'est aussi un prérequis nécessaire pour augmenter en termes de maturité. Parce que ce qu'on voyait, c'est qu'avec une approche très IT des choses, et uniquement IT, finalement, on avait quand même du mal à aller toucher ces fameux métiers qui sont, in fine, les preneurs de risques. Et c'est quand même, à un moment donné, à eux d'être aussi maîtres de leurs responsabilités. Ça nécessite de notre côté aussi de pouvoir, en termes de communication, de sensibilisation, d'avoir, je dirais, le bon discours, les bons outils aussi pour nourrir un petit peu ce dispositif. Mais en tout cas, c'est clair que ce qu'on voyait, alors je n'ai pas donné le chiffre, mais le chiffre, c'était 500 analyses à peu près par an. Donc du coup, on avait vraiment besoin aussi de consolidation et de pouvoir donner un petit peu de sens à ces documents qui étaient très unitaires, très stand-alone, et qui finalement, à un moment donné, non plus, n'étaient pas connectés aux mécanismes de gouvernance cyber de l'entreprise. Donc tu as parlé de la carto, c'est un des points. Après, on a les traditionnels KRI, RAD ou évaluation de maturité cyber de façon générale qu'on peut avoir dans les entreprises. Finalement, toute la partie ISP aussi, avant même de se doter finalement d'un outillage qui le permet, tous ces aspects-là de connexion et d'interface avec les dispositifs de gouvernance qui nous permettent de mieux piloter, on va dire, la cyber à l'échelle. Parce qu'effectivement, on a quand même un certain nombre d'entités métiers et de filiales aussi à la Banque Postale. C'est vrai que ça, c'était fait de façon très archaïque, avec une mesure de la maturité aussi autour de ces activités qui était un peu faite de façon artisanale, c'est vraiment le terme. Donc ça permettait aussi d'avoir une bonne transition vers une augmentation progressive de la maturité sur l'ISP en particulier. La jeunesse du projet, on en a déjà un petit peu parlé, mais peut-être rappeler un tout petit peu les objectifs. Oui, du coup, c'est un peu effectivement ce qu'on se disait à l'instant. Je vais avoir tendance à pas mal spoiler ma presse, c'est normal aussi. Mais finalement, effectivement, on avait une transformation déjà méthodologique. Premier point, je vous ai évoqué la transition vers EBIOS Risk Manager, qui justement prône un petit peu plus justement cette intégration de l'ensemble des parties prenantes qui gravitent autour de ce projet. Et encore une fois, j'utilise vraiment une distinction avec le projet IT. Là, on est plutôt sur toucher aussi le métier, le process owner, également donc le RSSI, souvent de cette branche métier locale, qui effectivement n'était pas forcément une partie prenante que l'on impliquait systématiquement avant. Donc finalement, il y a cette transformation méthodologique et le fait de refixer un petit peu aussi les rôles et responsabilités dans tout le déroulé de la méthodologie telle qu'on l'a, on va dire, intégrée à la Banque Postale. Le deuxième point, c'est effectivement dématérialisation, industrialisation de la démarche d'analyse de risque. C'était la volonté, encore une fois, ces fameux 500 documents volatiles par an. Il faut imaginer la gestion documentaire qu'on peut avoir derrière. Donc il y avait quand même cette volonté d'aller sur une application consolidée sur laquelle en plus on pourrait donc bâtir un certain nombre de choses ensuite, mais avoir ce référentiel finalement centralisé à un seul endroit sur lequel encore une fois on pouvait donner un bon niveau d'habilitation, puisque effectivement donc les analyses de risque, comme je vous l'ai expliqué, sont quand même de niveau confidentiel chez nous, et donc du coup il est important que seules les personnes qui bien sûr ont le besoin d'en connaître y accèdent. S'appuyer sur une plateforme facilitant les processus de gouvernance cyber, c'est également ce que je vous ai dit. C'est-à-dire qu'à un moment donné, mettre en musique 500 documents, extraire la moelle des risques résiduels, mesures de sécurité pour nourrir par exemple le plan d'investissement cyber, pour nourrir les démarches de gouvernance et donc fixer les roadmaps et potentiellement les actions derrière, c'était très très compliqué. Ça nécessitait effectivement des emplois à plein temps rien que pour pouvoir finalement faire cela, ou des petits développements locaux et pas très propres pour pouvoir le faire. Donc en effet, c'était quand même aussi l'ambition de pouvoir se doter d'une capacité de centralisation de nos analyses. Et enfin, et là aussi je l'ai dit, mais je pense que encore une fois, je radote, c'est l'âge maintenant, tu sais, mais effectivement, la responsabilisation des métiers, c'était quand même un objectif prépondérant
Parce que on s'est rendu compte quand même que autant sur la vision, on va dire, et je pense que bon, il y a un certain nombre au moins qui connaissent effectivement tous ces processus aussi bien sinon que mieux que moi, mais l'ISO 27005, on était sur plutôt l'analyse de risque à proprement parler, c'est-à-dire comment on produit du risque en fait entre guillemets, on identifie, on qualifie ces risques, mais pas forcément comment on les traite correctement. Comment, encore une fois, on sensibilise nos métiers pour leur faire comprendre qu'à un moment donné, oui, c'est de l'infrastructure IT qui supporte mais vos applications, mais c'est avant tout vos processus métiers, vos données, finalement, qui sont sur ces infrastructures. Et à un moment donné, on ne peut pas prendre les décisions côté DSI à la place, finalement, qui est la vôtre. Donc, c'est vrai que ça, c'était un des objectifs prépondérants du projet, que aussi d'appliquer BioCRM d'une certaine façon correctement, et en conviant aussi ces fameux preneurs de risques aux ateliers qu'il faut bien pour aussi d'une certaine façon les sensibiliser, et qu'à un moment donné on fasse plus trop l'effet tunnel qu'on pouvait avoir précédemment. C'est-à-dire, globalement, j'ai mon projet, ok, il commande son analyse des risques, très bien. Et donc, du coup, à la fin, voilà les résultats, hop, c'est magique. C'est du wording qui, généralement, ne leur parle pas, en plus, parce que c'est des termes cyber qui sont assez techniques, comme, effectivement, les usurpations d'identité, du vol de session, des choses comme ça. Enfin, bref. Globalement, des choses qui passionnent les métiers, quoi. Et effectivement, du coup, le fait de les onboarder aussi dans la démarche dès le départ, le fait, effectivement, de faire ça de façon correctement itérative, c'est plus une surprise aussi au final pour eux. C'est plus une surprise. C'est des sujets dont on a discuté une fois, deux fois, trois fois. Et à un moment donné, notre objectif par rapport à ça, c'est pas finalement aussi d'être jusqu'au boutiste et de dire on veut traiter tous les risques. C'est comme tout le monde, il n'y a pas de business sans développement, de développement sans prise de risque. Donc effectivement, c'était aussi apporter la bonne information pour que les décisions qui soient prises soient justes, en fait. Voilà, parce qu'après, on peut accepter d'une certaine façon un risque majeur à partir du moment où effectivement c'est fait correctement et que derrière on a les plans qui permettent aussi de revenir dans une situation nominale à terme. Mais ça, c'était quand même quelque chose qui nécessitait aussi qu'on onboard correctement les métiers pour discuter avec eux et encore une fois pas leur livrer en bout de chaîne juste des résultats qui ne comprenaient pas et ne s'appropriaient pas. Oui, parce que en fait, dans la finalité de l'analyse de risque, c'est pas réellement produire du risque, c'est transposer quelque part cette situation à quelqu'un qui, elle, est responsable de ce risque-là. C'est ça notre travail en fait. Et donc, tout l'enjeu, c'est de pouvoir parler à celui qui va porter le risque. Si on fait, par exemple, l'analyse, on en parlera tout à l'heure, l'analyse de risque de l'infrastructure serveur, bon, bah, c'est celui qui porte les serveurs, pas de problème. Mais si on fait le risque d'une ligne métier, je ne sais pas, de la vente en ligne, par exemple, ou de la banque en ligne, bah, c'est celui qui porte le service de banque en ligne qui doit être responsable de ce risque. Donc, il faut être capable de lui remonter à la fois les risques de l'application de banque en ligne, mais tous les risques aussi assujettis quelque part ou sous-jacents qui supportent toutes les applications de vente en ligne. Et donc c'est tout ça quelque part l'enjeu et sur lequel on a véritablement travaillé. Et là, nous on était vraiment très contents de travailler avec la Banque Postale à ses côtés parce que c'est vraiment notre approche. C'est l'approche d'ailleurs on est mentionné plusieurs fois dans Gartner. C'est une approche véritablement où les Français, il y a des sujets sur lesquels on n'est pas très bon, mais il y a des sujets sur lesquels on est bon. Et l'analyse de risque, je peux vous garantir, pour en avoir fait pendant 25 ans, on est les numéros 1 mondiaux quelque part là-dessus. Faut pas en faire non plus un sujet d'expert. Et quand on parle des BioCRM, nous, on est capable de l'industrialiser. Donc, c'est sous le capot, c'est sous le moteur. Mais par contre, on est très bon. Et du coup, même les Américains, ils comprennent pas comment on arrive à faire rentrer le business dans notre équation. Eux, ils n'y arrivent pas parce qu'ils nous approchent très technique. Nous, on a une approche qui est peut-être un petit peu plus méthodologique au départ. Par contre, on n'a pas de difficulté à faire intégrer le business dans l'équation d'arbitrage du risque. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on ait, qu'on ait en tête, parce que c'est quelque chose qui est une véritable force et qui nous met en position de force par rapport à d'autres acteurs et d'autres pays. Donc consolider, normaliser et puis permettre de faire du distributed risk management, c'est-à-dire permettre de faire de l'arbitrage du risque au bon niveau. Ce que ne permet pas forcément l'outillage pseudo-gratuit Microsoft. Et donc effectivement, ça se fait aussi en fonction de problématiques et de contraintes. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on avait quand même un volume d'analyse, donc ça sous-tend aussi que derrière, il faut quand même qu'on ait, ça va avec le point un peu sur la droite, mais une plateforme qui soit fiable. C'est la moindre des choses, parce qu'effectivement, du coup, à partir du moment où on utilise une application et plus forcément notre cher le logiciel bureautique favorite. En effet, si ça fonctionne pas, c'est chômage technique pour nos analystes. Donc ça, c'est dommage. Et également, du coup,
L'enjeu de labellisation, c'est aussi dire que on s'intègre dans le secteur financier, en tout cas, avec pas mal d'autres dispositifs existants, notamment, encore une fois, la cartographie des risques opérationnels, qui est du coup un besoin réglementaire de toute façon. Hein. Donc, finalement, on avait besoin aussi d'intégrer, je dirais juste, cette transformation dans un cadre plus global de pilotage des risques opérationnels, effectivement, à la Banque Postale. Donc, il y a ce point-là. Et évidemment, le point qui vient avec aussi, c'est que quand je vous dis 500 analyses, il y a aussi une proportionnalité à l'effort. C'est-à-dire qu'on ne souhaitait plus, d'une certaine façon, avoir une vision uniquement quantitative des choses, à savoir, voilà, je produis effectivement des analyses par volume, je suis capable de faire ça, mais aussi proportionnellement en fait aux enjeux, mettre des dispositifs d'analyse qui soient plus ou moins, on va dire, soutenus. Donc on est passé de une méthodologie en fait à plusieurs. Donc j'appellerais ça optimiser hein, pour pas aller sur d'autres termes. Mais effectivement, l'avantage principal qu'on a pu avoir, ça on l'a découvert en fait en utilisant plutôt le produit au fur et à mesure. C'est qu'effectivement, il était assez simple aussi de pouvoir créer et dévier de la méthodologie et BioCRM au départ avec les 5 ateliers, etc., pour finalement aller sur une méthodologie où on aurait une limitation, par exemple, à l'atelier 1 et l'atelier 5 uniquement, parce que typiquement, on est sur un sujet très standard. Certes, je dirais d'un point de vue conformité, on a toujours besoin là de faire notre analyse pour pouvoir aller en production et pour que le projet effectivement puisse avancer. Néanmoins, on n'a pas besoin d'y mettre autant de jus de cerveau et on n'a pas besoin peut-être d'avoir un contrôle aussi important que par exemple sur des systèmes qui supportent par exemple nos paiements ou notre interbancaire. Voilà, donc effectivement, l'idée derrière aussi l'outillage, c'était de façon à soutenir différentes méthodologies d'analyse de risque qui pourraient être d'une certaine façon, encore une fois, déroulées selon les enjeux finalement du métier. C'est ça, en fait, le principe de proportionnalité à l'effort, c'est en fonction de la sensibilité de l'application, on est capable d'appliquer une méthode plus ou moins, ou une approche par le risque plus ou moins détaillée. Et donc, l'avantage d'une plateforme où il y a différentes façons de modéliser le risque, l'objectif à la fin, c'est pas tant faire de l'EBIOS-CRM, c'est avoir des résultats qui nous permettent de prendre des décisions qui soient conformes quelque part à ceux qu'on aurait pu obtenir par la méthodologie. Nous, les résultats qu'on obtient dans une plateforme comme la nôtre, c'est quoi? C'est des risques, c'est des taux d'application de mesure, des mesures, du taux de conformité à des exigences et des plans de traitement. Voilà. Et c'est typiquement une analyse de risque, ça peut être des risques face à des mesures. Mais ça peut être des risques qui sont construits de façon beaucoup plus détaillée, selon des méthodes plus avancées, pour avoir un niveau de confiance plus élevé sur la teneur de ce risque-là. Par contre, ça nécessite souvent un effort un peu plus important en termes d'analyse. Voilà, donc on est capable de mélanger n'importe quel type de méthodologie, et souvent on fournit au chef de projet une sorte de questionnaire d'assessment, de classification de son projet, et en fonction quelque part du ranking, du score qu'on va sortir au travers de ce questionnaire, il va choisir quelque part la posture à adopter en termes de confiance et d'analyse de risque à adopter, et ça correspondait exactement à ce que souhaitait faire la Banque Postale, comme la majeure partie de nos clients d'ailleurs. Oui, je pense. Peut-être que je le parle, ouais, je le fais celui-là. En fait, globalement, c'est un petit peu ce qu'on s'est dit. Déjà, les sujets où on passe d'une suite quelque part un peu bureautique à une approche uniformisée de la cartographie des risques et des programmes de cybersécurité, on voit que c'est des projets de transformation déjà. Donc ça, c'est quelque chose dont tu as un petit peu parlé, mais c'est de la transformation digitale de la gouvernance cybersécurité. Donc il y a tout un projet de culture. Il ne faut pas négliger quelque part le temps passé à culturer un petit peu les différents acteurs. Si on veut impliquer le business et les métiers dans la démarche, il faut un petit peu les accompagner aussi. Donc voilà, déjà cette notion de culture, je pense que c'est important. Ensuite, on a parlé du modèle évolutif du risque en fonction quelque part de la sensibilité du projet, de rentrer plus ou moins dans le détail de l'analyse, d'avoir une approche complètement unifiée basée sur les risques. Alors unifié, on peut entendre unifié à différents titres. Unifié, nous, c'est l'approche un peu intégrée du risque. Dans la plateforme, on est capable, à partir du moment où on a un risque, on est capable de mesurer à l'avance le taux de réduction de la mesure.
Et donc, quand on dit est-ce que cette mesure est appliquée, on va faire un petit peu de conformité. Donc, si cette mesure est appliquée, elle va cocher un certain nombre de cases, des exigences, et on va faire de la conformité de façon automatique. Mais on va aussi réduire automatiquement les risques parce que dans nos modèles, ceux qu'on utilise nativement dans la plateforme ou ceux sur lesquels on travaille parce qu'on les a on les a reconstruits pour les besoins propres de la banque postale, on est capable de prédire à l'avance le taux de réduction d'une mesure sur un risque. Et donc, quand le modèle est fait, on recalcule du risque. Il n'y a plus besoin, il y a plus qu'à quelque part faire l'état des lieux des mesures pour recalculer les risques. C'est ça l'approche unifiée. Et puis après, je veux peut-être rajouter quelque chose. Parce qu'en fait, typiquement, ça c'est pour redire un petit peu par rapport aux difficultés que j'évoquais précédemment. Donc, on a un plan d'investissement effectivement cyber pluriannuel qui nourrit encore une fois la stratégie cyber de la banque pour l'ensemble du groupe. Et effectivement, encore une fois, les mesures qui, par exemple, vont apparaître le plus souvent par rapport à toutes les analyses qu'on peut produire annuellement, ou celles qui vont avoir un impact d'une certaine façon le plus fort dans la réduction des risques, par exemple des risques effectivement critiques, majeurs, vers des niveaux plus acceptables, typiquement mineurs modérés. Ces éléments-là, c'est beaucoup plus facile avec une approche intégrée et consolidée de pouvoir générer un certain nombre finalement d'indicateurs. Et ça va venir nourrir directement la réflexion autour du plan d'investissement, encore une fois cyber. Dire que par exemple cette mesure d'IAM, typiquement, elle sort dans quasiment toutes les analyses de risque. Donc effectivement, est-ce qu'on a un dispositif en face qui vraiment est au niveau ou pas? Et ça permet d'une certaine façon aussi d'avoir cette interface, je vous disais, entre tous les processus de gouvernance cyber qu'on peut avoir à l'échelle de l'entreprise. Et ils sont nombreux. Donc finalement, l'outil, dans ce sens-là, va apporter cette approche unifiée et va justement permettre de simplement faciliter aussi l'accès à l'information plutôt qu'encore une fois de devoir extraire ce truc-là de tous les fichiers Word qu'on a pour pouvoir dire ah bah oui tiens c'est la mesure autour du MFA par exemple qui ressort le plus ou je ne sais quoi. Voilà, donc tout ça, c'est passé d'une vision très, encore une fois, manuelle et statique à une vision qui est beaucoup plus unifiée, intégrée et surtout automatisée et facile à collecter. Après, priorité business, on en a parlé, c'est remettre le business au cœur du dispositif décisionnel. C'est la même chose que sur les risques stratégiques. Transformer quelque part souvent ces risques techniques en des risques stratégiques, des risques d'entreprise et des risques business. Donc c'est ce qu'on a réussi à faire avec les modèles sur lesquels on a travaillé. Bon, la labellisation des projets, c'est partie des objectifs et c'est un choix fort. Et je pense que c'est très important d'un point de vue, je dirais, politique interne, de dire voilà, quand j'ai un nouveau projet, il faut absolument qu'il soit labellisé. C'est un peu dur au départ à tenir, mais c'est comme ça qu'on arrive à construire aussi. Donc il faut avoir le soutien de sa direction générale souvent pour faire ça. Je pense que c'est essentiel. Et puis une vraie conviction au niveau du CISO aussi. Et puis après, anticiper et respecter les exigences réglementaires. Le problème de notre domaine, c'est qu'on passe beaucoup de temps, enfin je présume que vous passez beaucoup de temps, et moi-même chez Giron, on en passe aussi à démontrer ce qu'on fait en termes de sécurité. Démontrer à sa direction générale, moi on me le démontre à moi, mais démontrer à des régulateurs, démontrer à des donneurs d'ordre, et souvent on risque de passer plus de temps à faire de la démonstration qu'à sa propre sécurité. Et voilà, il faut réussir à changer cette approche-là. Il vaut mieux passer du temps à sa propre sécurité et que la démonstration elle soit faite de façon automatique par une plateforme. Et donc, nous, c'est pas magique. Il y a de l'IA, mais il y en aura d'ailleurs de plus en plus. Mais c'est parce que les modèles ils sont bien construits que de façon automatique, on obtient des résultats. Et c'est comme ça qu'on arrive aussi à industrialiser la démarche. Oui, bon, ça c'est mon quotidien du coup, parce qu'effectivement, donc dans le secteur banque finance, on est quand même extrêmement sollicité par les régulateurs, donc à juste titre, hein, tout à fait. Mais bon, il n'y a pas une semaine qui se passe sans lequel on me dise ah tiens, il y a un audit qui démarre ou il y a un contrôle machin qui arrive. Donc effectivement, c'est important d'une certaine façon de se doter d'une capacité de pouvoir y répondre, on va dire de façon plus véloce, si je peux me permettre, parce que sinon, on y passerait encore une fois énormément de temps. Bon, et donc du coup, effectivement, les différentes phases, bon, c'est assez classique hein, là-dessus, et c'est vrai que c'est peut-être pas la moelle substantielle, mais c'est plutôt cette vision un peu consolidée, dynamique, qu'on voulait aussi aborder plus largement. Donc je vais passer rapidement là-dessus, mais au final, on a été sur une phase déjà dans le projet de design au départ autour des modèles, effectivement, avec un certain nombre de templates aussi à créer. Donc ça c'était les éléments volumétriques que vous avez autour des biens supports, des mesures de sécurité, des scénarios de risque. Ça nécessite un peu de travail. Et là, effectivement, on a travaillé en bonne intelligence, je dirais, avec les équipes, de toute façon, de gens sur le sujet. Ensuite, on a finalement toute la phase un petit peu de pilote, parce que
La labellisation, encore une fois, c'est un dispositif, comme je vous l'avais dit, qui était obligatoire pour chaque projet. Mais encore une fois, si on fait un peu n'importe quoi et qu'on sort une méthodologie un peu hors sol et que finalement les acteurs ne sont pas prêts, donc il n'y a pas eu toute la conduite du changement qui va aussi à côté, parce que encore une fois, c'est facile de dire les métiers ne sont pas responsables aujourd'hui. Ok, mais en fait, il faut aller les voir ces gens-là, il faut leur expliquer que pour être responsable, voilà ce qu'on attend de vous aussi. Ça prend énormément de temps d'acculturation. Et donc du coup, si on se rate, d'une certaine façon, ça veut dire aussi potentiellement chez nous bloquer les projets. Et ça, bloquer les projets, à partir du moment où ça gonfle un petit peu trop quelqu'un au-dessus, il va se dire, bon, votre truc là, ça commence à être embêtant, donc d'un critère bloquant, vous passez à un critère qui sera bloquant peut-être. Voilà. Donc autant vous dire qu'effectivement, on a quand même pensé le dispositif pour essayer de faire en sorte qu'il y ait le moins d'impact, on va dire, en termes notamment de delivery projet. C'est pour ça qu'on est passé par une phase 2 pilote dans laquelle on a quand même pas mal testé la méthode pour s'assurer qu'effectivement on n'avait pas juste, entre guillemets, en disant je vais convier les métiers, je vais convier les RSSI, en plus des habituels chefs de projet MOE, architectes techniques ou autres, en tout cas experts plutôt informatiques. On ne va pas non plus complètement torpiller la conduite de projet. Donc quand même, c'était vraiment le deuxième point sur lequel on a mis l'accent sur l'intégration, le modèle d'intégration, l'acculturation. Et donc la phase 3, bon, c'est la phase où de toute façon il faut appuyer sur le bouton rouge. Bon, on n'est jamais à 100% de toute façon complètement serein. Il y a toujours des cas à la marge, mais effectivement, on a estimé, donc c'était effectivement en 2023, que nous étions de toute façon prêts, on va dire à 95%, à déployer à grande échelle et à généraliser le dispositif, donc EBIOS-RM sous égérie pour l'ensemble des analyses de risque, effectivement, de la Banque Postale, et c'est le cas du coup depuis 1 an et demi maintenant. Et du coup, les premiers résultats? Les premiers résultats, c'est beaucoup beaucoup d'analyses toujours. Donc on a pu continuer de toute façon à produire ces analyses, mais avec quelques écueils standards, puisque finalement on se rend vraiment compte que sur la conduite de projet, ils sont complètement orthogonaux et effectivement il y a besoin, par exemple sur les années qui viennent, de remettre tout simplement dans les plans d'action le fait de sensibiliser leurs équipes à bien continuer à suivre la méthode, à faire les analyses correctement et surtout à anticiper ce démarrage des analyses. Parce que c'était aussi une des problématiques, le fait de le faire en batch standard, une fois que tous les inputs sont stabilisés, on fait notre analyse de risque. C'est très bien, mais en fait, nous, ce qu'on préfère, c'est quand même que l'analyse influence le design directement et qu'on évite effectivement juste de dire « Ah là, il y a plein de risques majeurs ». Ce qu'on préfère quand même, c'est d'influencer directement les risques majeurs dès le départ, effectivement, pour éviter de, encore une fois, nourrir une machine dérogatoire. Et la lumière fut, ça y est, ça revient. Parfait. Merci. La technique. Peut-être on peut passer au point 3, qui était un sujet de co-construction. C'est-à-dire que c'est un sujet dont on parlait tout à l'heure. Si on veut vraiment impliquer le business, je le disais tout à l'heure, c'est un moment, si ce responsable métier il est responsable de sa ligne métier, il faut qu'il voit les risques de son métier, mais aussi des éléments supports qui peuvent concourir à générer des risques sur son métier. Et ce qu'on n'avait pas historiquement dans la plateforme, c'était on avait une approche assez silotée, où on avait des analyses de risques un peu silotées. On avait un responsable des risques réseau, un responsable de l'infra, et puis un responsable, par exemple, des risques sur l'application. Et si on veut, par exemple, que ce soit le responsable de la banque en ligne qui arbitre les risques de la banque en ligne, il va arbitrer les risques liés à l'applicatif, potentiellement, qui vont générer un risque métier sur son métier. Mais ce risque métier, il peut être aussi porté par des risques sous-jacents des infrastructures support. Et donc, ce qu'on a fait, et on a travaillé en co-construction sur ce besoin-là, en disant, si on veut remonter dans une interface unique, en termes de communication, tous les risques de l'application, mais aussi potentiellement des risques d'autres analyses qui peuvent concourir à un risque lié à cette ligne métier, on a travaillé à ce qu'on a appelé la fonctionnalité de consolidation des risques ensemble, et qu'on a annoncé là, dans la V5 de la solution, qui a été livrée un tout petit peu en avance de phase pour la Banque Postale, mais qui va bénéficier à l'ensemble de nos clients, et notamment les gros donneurs d'ordre, les gros industriels ou les entreprises qui ont des systèmes des sous-systèmes de systèmes et qui veulent voir apparaître comme ça, sous-système par sous-système, les risques. Oui, du coup, effectivement, co-construction qui faisait partie aussi au départ des promesses de valeur effectivement faites par Égérie. Donc, in fine, je ne veux pas te paraphraser, mais effectivement,
ce que je vous ai expliqué par rapport à j'ai un projet qui consomme des capacités IT qui sont parfois un peu standards, hein, on appelle ça des socles chez nous, voilà. Mais finalement, on est sur des cas d'usage en termes d'architecture qui sont un peu toujours les mêmes, etc. On était plutôt au départ parti sur une notion d'héritage, finalement. Bon, ça vous a pas plu, mais moi je suis pas très bon en marketing. Mais l'héritage des risques, c'est-à-dire qu'effectivement, je suis décideur métier, j'utilise une plateforme IT. Concrètement, de quoi j'hérite en fait en termes de risques résiduels? Est-ce que cette plateforme elle est à un bon niveau de sécurité ou est-ce qu'elle dispose de risques résiduels effectivement un petit peu embêtants? Et effectivement, d'une approche où on pouvait avoir donc un module, donc une analyse qui pouvait être indépendante les unes vis-à-vis des autres, on est passé désormais avec cette fonctionnalité à une capacité, encore une fois, de pouvoir sélectionner d'une certaine façon pour l'analyse d'un projet donné les risques des plateformes sous-jacentes, des biens support en fait sous-jacents, pour pouvoir les intégrer directement en fait dans le reporting qui est fait de l'analyse. Et ça permet directement de pouvoir discuter, par exemple avec le patron effectivement de la banque de détail, lui dire bon voilà ton application effectivement mobile, voilà elle est supportée sur telle et telle infrastructure informatique et d'une certaine façon, c'est ces risques-là qui sont les risques de cette infrastructure et sur lesquels, à un moment donné, tu n'as pas forcément on va dire les leviers d'un point de vue plan d'action pour pouvoir y remédier. Par contre, d'une certaine façon, ça devient une forme de business partner, notre directeur métier, parce que c'est lui qui va pouvoir aller voir l'IT pour dire, bon, à un moment donné, moi j'aimerais bien avoir des socles informatiques qui soient au bon niveau. Voilà, donc ça donne aussi un petit peu plus de peps que si moi j'y vais juste en direction cyber. Et vous savez que on n'est pas toujours très bien reçu. Et au final, effectivement, ça donne aussi une vision claire des responsabilités. Parce qu'en termes d'acceptation, par contre, du risque, comme tu le disais, c'est bien à ce directeur métier de dire j'ai fait le choix d'aller sur cette plateforme, donc à un moment donné, j'ai fait le choix aussi d'accepter les risques résiduels qui viennent avec. Et donc, c'est aussi une démarche, d'une certaine façon, de sensibilisation. Bon, ça, c'était la première étape. La deuxième qui vient en fait avec, et qui était donc ces étapes-là qu'on a encore une fois co-construit avec Égérie, c'est aussi d'avoir des visions qui nous sont poussées. Alors, je ne vous ferai pas l'affront de vous faire une conférence sur Dora, mais effectivement, Dora nous y pousse énormément. Donc, à avoir une vision un petit peu intégrée du risque cyber qui est agnostique à l'entreprise. Donc, finalement, on parle beaucoup des tiers aussi. Je pense que ça, c'est peut-être le sujet de pas mal de monde aujourd'hui. On parle beaucoup aussi de passer dans une approche vraiment IT vers le métier où on essaye de convaincre les compagnies à une approche dès le départ, donc native en top-down, c'est-à-dire qu'effectivement, on part du processus métier pour aller, entre guillemets, jusqu'à l'infrastructure informatique qui peut le supporter, mais pas l'inverse. Et effectivement, ces notions de consolidation, ce que ça va permettre, c'est d'avoir cette vision front-to-back un petit peu. J'ai un processus métier, il est supporté uniquement par des infrastructures qui sont internes ou des infrastructures externalisées, mais ça nous permet d'avoir une vision complète en fait, des risques associés au processus métier qui est parfois aussi transverse, qui n'est pas sur un seul porteur, comme par exemple banque de détail ou direction des paiements ou autre. Donc c'est aussi une problématique un petit peu d'entreprise. Et d'une certaine façon, ça va nous permettre demain à la Banque Postale de pouvoir passer d'une gouvernance qui était très centrée sur les entités aujourd'hui, d'accord. Donc on évalue la maturité d'une entité au global, mais ça c'est un premier niveau d'approche qui fonctionne. Mais néanmoins, pour lui donner un petit peu plus de corps, pour lui donner un petit peu plus je dirais, de détails et donc améliorer la précision de notre gouvernance, notre objectif, c'est aussi de passer à une gouvernance qui est plus résolument processus métier et plus juste au niveau de l'entité. Donc ça, c'était un prérequis totalement nécessaire et ça vient nourrir directement la stratégie de la banque. Merci François pour ce partage d'expérience. Peut-être on peut prendre quelques questions si vous en avez. Oui. Je vous amène un micro. Il fait ça bien en plus. Oui, j'ai quelques questions, mais qui sont plus relatives au projet. En fait, je suis intéressé de savoir quel est le justificatif que vous donnez pour un business case, pour un projet comme celui-là, parce qu'en général, les entreprises sont plus intéressées par une application qui satisfait au fonctionnel, pas au non fonctionnel. Et ici, on est dans un cadre qui est vraiment du non fonctionnel. Ensuite, vous avez évoqué les difficultés, mais vous n'avez pas parlé ni du coût ou financier ou en homme-jour, ça vous n'avez pas évoqué, ou le temps mis donc, en elapse. Je ne sais pas si vous l'avez fait en 1 an, en 3 ans. Ce serait bien intéressant d'avoir une idée.
Ok, bah après le business case justement, donc ça a été fait, le projet historiquement c'était à peu près 1 an. Voilà, ça a nécessité 1 an avec, comme je vous l'avais dit, alors au départ les réflexions méthodologiques, etc., comme sont largement, en tout cas inspirées des bio-CRM, finalement on n'a pas souhaité, comme ça pouvait être le cas auparavant, je dirais reprendre totalement la méthode et la réinternaliser à notre sauce. Donc on s'est beaucoup appuyé sur les bio-CRM, donc d'une certaine façon on n'a pas eu énormément non plus de temps de réflexion par rapport au sujet. Néanmoins, il y a eu toute la conduite du changement, comme je vous ai expliqué, qui a pris, elle, pas mal de temps. Combien de personnes? C'était une structure projet, donc avec mon prédécesseur effectivement à la direction cyber et des personnes à la direction, à la DSI sécurité. Globalement, il faut voir que ça sur à peu près 2 ETP qui ont été, on va dire, sur les 6 premiers mois, et ensuite on est passé peut-être à 1,5. Voilà. Donc c'était finalement bon, quelque chose qui nécessite un petit peu effectivement d'investissement en build, parce que le projet c'est pareil. Donc on l'utilise par exemple en SaaS, et donc du coup c'est pareil. Il y a tout le parcours projet à nous-mêmes qu'on devait dérouler avec les différents plans d'assurance sécurité à faire avec Egeri, etc. Et du coup ça a pris quand même un petit peu de temps qu'il ne faut pas négliger. Par rapport à finalement le business case, aujourd'hui, comme l'a dit aussi Jean, cette approche, elle nous permet encore une fois de mieux piloter la cyber de façon globale et de moins nous éparpiller par rapport aux efforts que l'on peut faire d'un point de vue gouv. Donc du coup, il y a tout un tas de choses qu'on faisait encore une fois à la mano, qu'on faisait ou qu'on faisait pas, clairement, qui sont rendues possibles en fait avec la plateforme. Donc d'une certaine façon, c'est aussi un investissement au départ que d'acquérir effectivement ces licences, etc. Mais ça a été un vecteur potentiellement d'économie pour la Banque Postale. Voilà, c'est-à-dire qu'entre guillemets, je ne vous donnerai pas les chiffres précis, mais effectivement, on a gagné de l'argent en fait avec le dispositif, en ayant aussi, et ça c'est un deuxième point, bien investi sur les parcours différenciés, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, des projets, plutôt que de faire un seul parcours pour tout le monde, qui était globalement la grosse armada, et puis voilà, donc vision très conformité. Dès une étape de qualification, on tamponne si on a besoin effectivement de faire un parcours plutôt optimisé ou un parcours, disons, plutôt standard, voire réglementaire. Et à ce moment-là, effectivement, l'effort est affecté en proportion. Mais ça nous permet aussi de passer d'un coup, je dirais n'importe quoi, une 500 analyses qu'on fait pour 5 000 € à quelque chose où on en fait peut-être 300 qui, eux, vont être autour de 1,5K. Et puis, effectivement, il y en aura d'autres qui seront plus autour de 5 comme on le faisait précédemment. Mais c'est un vecteur d'économie, en fait. Voilà. Et ça, c'était nécessaire qu'on passe par ces étapes projets pour y parvenir. Merci pour vos questions. Peut-être on est un petit peu court en temps. Peut-être pas, si vous n'avez pas de dernière question. De toute façon, voilà, on est présent évidemment sur. S'il y en a une, allez, petite dernière question. Bonjour. La capacité de votre outil à s'intégrer avec des outils de GRC, notamment pour contextualiser les risques par rapport aux résultats des audits de vulnérabilité, aux incidents de sécurité, et avoir vraiment une vision globale du risque qui est justifiée par rapport aux contrôles qui peuvent être effectués. Oui. Alors, ça, merci pour cette question. C'est vrai qu'on est un petit peu à la croisée des chemins, c'est-à-dire qu'on a l'objectif d'avoir une vision centralisée de l'information, mais ça nécessite aussi d'aller capter de l'information. Donc, on va capter de l'information par les questionnaires, mais on est aussi capable d'aller capter de l'information par un certain nombre de connecteurs. On est en train d'en déployer encore plus. C'est vrai que qu'est-ce qui peut rentrer dans l'équation du risque ? Les vulnérabilités sur les composants qui peuvent faire évoluer la situation à risque, de la threat intelligence et l'évaluation de la menace, ce genre de choses. Et après, en termes de sortie, nous, on déverse de l'information plutôt dans des solutions de GRC globales d'entreprise, où on va alimenter la cartographie des risques de l'entreprise en alimentant les 2-3 risques cyber, mais sur lesquels nous, on a toute la rationalisation et l'expertise qui va bien pour expliquer d'où sortent ces risques. Mais c'est vrai qu'il y a un véritable enjeu dans ces plateformes-là d'être capable d'échanger avec l'écosystème, les systèmes de CMDB, les systèmes de vulnérabilité. Voilà. Et donc, il y a des choses qu'on fait, il y a des choses sur lesquelles on est en train de progresser. Donc, on est présent sur le stand juste à côté du PC Organisation. N'hésitez pas à venir nous voir si vous avez des questions et puis découvrir un peu plus ce qu'on fait. Puis, François sera là encore quelques minutes à nos côtés là-bas si vous voulez discuter avec lui sur ce retour d'expérience. Merci beaucoup. Merci beaucoup.